Bonjour à tous, bienvenue dans le Daniel Davis Intelligence Brief, où nous vous présentons le meilleur de ce que nous avons appris cette semaine et les informations les plus importantes découvertes au cours de la nuit. Et comme toujours, il y a beaucoup de choses à aborder. En fait, une information de dernière minute a été révélée ce matin par le Washington Post. Selon ce qu'ils ont apparemment appris d'une conversation privée, un général américain avertit le Pentagone qu'il ne dispose pas de forces suffisantes pour protéger Israël. Ce titre devrait tout de même vous faire tiquer un peu. Pourquoi le commandant américain du commandement européen, le général Grinkwich, avertit-il que le Pentagone ne dispose pas de ressources suffisantes pour protéger Israël? Le rôle du général américain qui commande le commandement européen ne devrait-il pas être de donner la priorité aux États-Unis, puis de dire « Hey, nous remplissons notre mission principale et nous verrons ensuite s'il reste assez de moyens pour aider quelqu'un d'autre. » Mais aujourd'hui, la situation est littéralement complètement inversée. On reviendra là-dessus plus tard dans la journée. Je vais faire une émission séparée consacrée à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais c'est vraiment important de le souligner, car c'est directement lié à tout le reste de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Selon le Washington Post, le plus haut gradé américain en Europe a averti en privé le Pentagone cette semaine qu'il ne disposait pas de forces navales suffisantes pour continuer à protéger Israël contre les missiles balistiques entrants. Le général Grinkwich, chef du commandement européen des États-Unis, a envoyé une notification écrite à de hauts responsables du Pentagone. Il y indique que, sans un destroyer supplémentaire de la marine, il sera contraint de choisir entre la défense du territoire américain et celle d'Israël. Laissez ça vous imprégner un instant. Il serait contraint de donner la priorité à l'Amérique plutôt qu'à Israël s'il n'obtient rien de plus. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Rien qu'en surface, ça vous montre leur état d'esprit. On le voit aussi dans le titre choisi par le Washington Post. C'est aussi là que va leur pensée. C'est presque comme un réflexe. La mission première des forces armées américaines serait de soutenir tout ce que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, veut faire. Et oh non, voilà qu'il avertit qu'on pourrait devoir donner la priorité à l'Amérique. Laissez cette idée retomber un instant. C'est déjà complètement dingue en soi. Mais dans le contexte de ce dont nous parlons ici, c'est simplement la dernière preuve qui confirme que nous n'avons pas la capacité offensive et que nous n'avons pas non plus une capacité défensive suffisante, comme il l'explique ici, que ce soit avec nos missiles intercepteurs ou avec nos missiles offensifs. Nous en avons déjà consommé énormément. Il y a eu le combat de 40 jours au début, puis un blocus naval de 2 mois. Ensuite, il y a eu cet épisode de 13 jours. Et maintenant, apparemment, nous envisageons une nouvelle opération offensive de 2 semaines. Or, comme je vous le dis depuis le début, cela ne changera rien à la guerre, mais cela épuisera encore davantage nos ressources. Et chaque fois que vous entrez dans ce jeu de représailles, ou que vous lancez une frappe de 2 semaines comme celle-ci, vous allez recevoir des tirs en retour. Les Iraniens ont réaffirmé cette nuit que, écoutez, ils riposteront. Si vous frappez quoi que ce soit, si vous frappez leurs infrastructures énergétiques, si vous frappez leurs ponts, si vous frappez Pickaxe Mountain, ils riposteront à l'identique. Ils ont donc les capacités balistiques. Ted Postol l'a montré dans cette excellente émission l'autre jour. Les Iraniens disposent même de nouvelles catégories de missiles qui apparemment n'avaient pas été utilisées, du moins au début de la guerre. Maintenant, elles le sont. Et ce sont des armes que nous ne pouvons même pas arrêter. Ils en ont donc clairement suffisamment. Chaque fois que nous avons lancé quelque chose, même pendant cette période de 13 jours, ils ont riposté à chaque fois, et nous ne pouvons pas les intercepter. Certaines choses passent.
Cette affirmation faite cette semaine, selon laquelle l'Iran aurait tiré 5 missiles et nous en aurions abattu 5, n'est étayée par aucune preuve. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire sur parole. Et le commandement central en particulier a avancé tellement de fausses affirmations, de pures inventions. Alors évidemment, je ne prends rien pour argent comptant. Je ne prends pas non plus pour argent comptant ce que disent les Iraniens. Tant qu'on n'aura pas des preuves par satellite ou une forme quelconque de preuve photographique de ce qui s'est produit ou non sur le terrain, je ne crois littéralement personne sur parole. Et vous ne devriez pas non plus, parce qu'en temps de guerre, la tromperie fait littéralement partie du jeu. On en verra davantage à ce sujet à la fin de notre émission aujourd'hui. Allez vraiment voir ça, ici. Vous voyez qu'on a dépassé les 200 000 vues, parce que ça a vraiment attiré l'attention de beaucoup de gens, et c'est bien normal. Mais ça nous amène à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Comme nous l'avons montré hier dans notre dernière émission, le président Trump devait tenir une réunion de son cabinet à Camp David. Et le sujet de l'Iran est naturellement venu sur la table. Eh bien, certaines choses qu'il a dites là-bas, certaines choses publiées par la suite, laissaient entendre qu'une frappe majeure pourrait avoir lieu ce week-end, que le président Trump pourrait vraiment voir grand, frapper tous ces sites énergétiques. Un article affirmait qu'on envisageait peut-être, littéralement, de couper toute l'électricité dans le pays. Il affirme que nous pourrions le faire. J'en doute beaucoup. Si je me souviens bien, le réseau électrique iranien est décentralisé, contrairement à celui des États-Unis, où l'on peut neutraliser un ou deux grands nœuds et priver la moitié du pays d'électricité. Ici, ils en ont une version plus petite. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire ça. Mais on peut certainement causer beaucoup de dégâts. Et on peut les mettre tellement en colère qu'ils riposteront en frappant les mêmes cibles de l'autre côté. Et je ne pense pas que nos alliés dans la région soient aussi décentralisés. Et vous pouvez en détruire beaucoup plus si on en revient là. Le président Trump, lors de sa conférence de presse, quand il a laissé entrer les caméras et qu'il parlait aux journalistes, a fait quelques remarques à la fois étranges et troublantes. D'abord, dans ce premier extrait que nous allons vous montrer, il dit « Vous savez qu'en réalité, il ne sait même pas pourquoi on s'inquiète de ça, parce que tout a déjà disparu en Iran. » On frappe fort. On a déjà frappé fort. Écoutez enfin, qu'est-ce que ça veut dire, frapper fort? Ils avaient 159 navires. C'était toute leur marine. 159 navires. Toute leur marine repose au fond de la mer. Moi, je dis que ça, c'est frapper fort. Ils avaient 200 avions. Ils ont tous disparu. Chacun d'entre eux. Il ne reste pas un seul avion. Ils avaient des armes anti-aériennes, très bonnes, mais elles n'ont pas marché. Et elles ont toutes disparu. Leurs radars ont tous disparu. Leurs dirigeants ont tous disparu. Tout a disparu. Mais ils continueront à se battre. Ils se battront. Enfin, ils se battront, les Iraniens. C'est la seule chose qu'il a dite, la dernière qui soit correcte. Ils continueront à se battre. Mais presque rien d'autre de ce qu'il a dit n'était correct. Donc, il affirme que toute leur marine a disparu, tout entière. Or, si vous vous en souvenez, je l'avais même signalé il y a quelques jours, lorsque le commandement central, après l'une de ses dernières salves tirées contre l'Iran, a montré qu'il frappait un tas de bateaux qui étaient à la surface. Donc, évidemment, tout n'avait pas été détruit. D'ailleurs, même dans les images qu'ils ont montrées, on voyait tout un tas de bateaux encore là. Je ne sais pas si c'était des bateaux militaires, s'ils étaient désarmés, ou si c'était des bateaux de pêche. Qui peut vraiment l'affirmer avec certitude sur ces images qu'on voit, ces images qui ne durent qu'un clin d'œil. Mais il y avait un tas de bateaux, et on n'en a vu qu'un seul être touché. Donc je ne sais pas. Ça ne semble pas vrai.
Gary vous a aussi montré, au fil des mois, ces images où l'on voit tous ces bateaux sous terre, tout un grand nombre, encore et encore, bateau après bateau, tout sous terre, etc. Donc évidemment, nous avons eu, oui, c'est de celui-là que je parle, juste là. Vous voyez qu'il y aura l'un de ces bateaux qui va être touché, pas les autres. Et vous voyez, ils ont l'air d'être un peu entassés là. Certains sont posés les uns sur les autres. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à des activités en service actif, mais peu importe. Il y a encore des bateaux là-bas, et nous savons où sont ceux qui sont sous terre. Il y en a parfois eu jusqu'à des flottes de 100 unités à la fois qui sont sorties dans le détroit d'Ormuz pour montrer qu'elles pouvaient contrôler le trafic civil quand elles le voulaient. Puis elles retournaient dans leur grotte protectrice. Donc non, vous n'avez pas détruit ça. Ensuite, il dit que toute leur force aérienne a disparu. Gary vous a aussi montré par le passé où nous avons vu des avions de chasse sous terre. Ils ne les sortent pas très souvent. Mais quand ils l'ont fait, surtout au début de la guerre, ils ont effectivement causé des dégâts importants à nos bases au Koweït, par exemple. Et apparemment, c'est ce qui nous a conduit, au Koweït du moins, soi-disant en tout cas, à abattre accidentellement 3 avions de chasse américains. Parce qu'ils pensaient que c'était les avions de chasse iraniens qui étaient entrés et avaient frappé les bases ici, à ce moment-là. Ensuite, il dit, bien sûr, il n'y a pas de défense aérienne. Gary, si tu peux l'afficher en plein écran, vous voyez ici, c'est intitulé « Perte d'avions de combat ». S'ils n'ont aucune capacité à abattre nos avions, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'ils regardent, là. Il y a 42 avions. C'était en juin, donc avant notre intervention, je suppose. À la fin de cette période, où nous combattions réellement dans ces échanges de tirs, nous avions perdu 42 avions de combat. L'une des raisons pour lesquelles nous avons accepté le cessez-le-feu, c'est que nous en avions besoin. Nous avons la supériorité aérienne. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que nous pouvons encore faire voler beaucoup d'avions ici. Mais ce n'est pas une supériorité aérienne totale, au point qu'il n'est plus rien, parce que cela a un coût assez élevé. Et je pense que le nombre est plus élevé aujourd'hui, surtout avec certains de ces MQ-9 Reaper, dont nous avons vraiment besoin. Ils coûtent extrêmement cher. Nous n'avons pas tant de plateformes que ça, et nous en avons perdu davantage encore depuis que ce graphique a été réalisé. Mais au fond, tout n'a pas disparu, et ce n'est pas comme s'ils n'avaient plus aucune capacité de combat. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Et bien sûr, leur principal levier, c'est leur ville de missiles, toutes ces installations dispersées un peu partout. Et puis bien sûr, il y a ces quelques 800 milles de littoral, d'où ils pourraient faire venir des missiles de croisière anti-navires, d'où ils pourraient déployer de l'artillerie. Ils n'ont pratiquement pas utilisé, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, leur artillerie classique à tube, qui peut atteindre le détroit depuis tout le long de cette côte. Ils ne l'ont pas fait. C'est un moyen qu'ils n'ont même pas encore utilisé. À ma connaissance, ils n'ont pas non plus utilisé leurs torpilles, alors qu'ils en ont. Ils ont quelques sous-marins. Ils ont aussi ce qu'ils appellent des missiles sous-marins, qui, semble-t-il, peuvent bien manœuvrer et être lancés depuis des installations souterraines, sous certaines de ces falaises qui surplombent le littoral iranien. Ceux-là n'ont même pas encore été mis en jeu. Donc vous n'avez même pas abordé ce point. Mais ceux dont nous avons connaissance, les villes de missiles, sont évidemment le principal sujet de discorde. C'est de là que partent toutes ces frappes contre nos bases, toutes ces frappes contre nos alliés dans la région. Et aucune, nous ne pouvons la neutraliser. Le président Trump n'en a pas parlé, mais il a simplement cette image en tête. Parce que j'ai vu beaucoup de ces vidéos du commandement central. J'ai vu un tas de bateaux exploser. J'ai vu un tas de camions exploser. Je veux dire, je ne sais même pas ce que sont certaines des choses qu'on voit sur ces images.
Donc nous savons qu'une partie de ces éléments sont en réalité des leurs, comme tout le monde en utilise habituellement à la guerre. Et les Iraniens utilisent clairement des leurs. Donc, certaines de ces cibles sont probablement inventées de toutes pièces. Enfin, elles ne sont pas réelles. Elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Certaines le sont peut-être. Mais encore une fois, revenons à cette vidéo du commandement central. Beaucoup de ces trucs, ce sont juste des camions, ou peu importe. Des choses simplement laissées à découvert. Écoutez, c'est une procédure tout à fait courante. Je l'ai fait moi-même lors de mes déploiements au combat, pendant toute ma formation au combat. Si quelque chose est important, on le recouvre de camouflage. Ils ont du camouflage désertique, des filets, et ainsi de suite. On met ça par-dessus. Là, il n'y a même pas de tentative. Ces bateaux sont juste là, entassés. Ils ont donc manifestement aucune valeur opérationnelle, mais on les frappe quand même, parce que, je ne sais pas, ça rend bien à la caméra, non? On craint que le président Trump soit sensible à ça, qu'il croit au message implicite de cette vidéo, qui vise d'ailleurs à tromper les Américains. Nous contrôlons la situation, nous sommes aux commandes et nous pouvons distribuer la mort quand bon nous semble. Ces avions de chasse qui décollent, ces porte-avions et tout le reste, ça a l'air vraiment impressionnant. Et il semble que ça fasse aussi effet sur le président Trump. S'il pense, s'il adhère à cette rhétorique selon laquelle, oui, nous sommes tout-puissants et eux n'ont rien de tout ça, alors il peut prendre de très mauvaises décisions. Et c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Passons au deuxième point, parce que nous parlons de diplomatie. Nous parlons d'essayer de parvenir à un accord négocié. Et, selon le président Trump, il commence à s'agacer, à s'irriter, parce qu'ils ne font que parler, puis ils ne tiennent pas parole. Vous avez dit qu'il leur reste certaines capacités. Les Américains doivent-ils se préparer à ce que ces attaques réciproques se poursuivent jusqu'à ce que l'Iran soit en mesure de riposter? Ils vont s'affaiblir. Peut-être qu'ils vont se renforcer un peu maintenant, mais ils vont s'affaiblir, puis ils finiront par s'éteindre. Oui, bien sûr. Je le pense. Je veux dire, ce serait idiot de dire non. Il faut toujours rester sur ses gardes. Où en sont les discussions? Qui au sein de l'administration y a participé? Eh bien, ils veulent toujours parler, mais ils reviennent si souvent sur leurs paroles. Steve discute, Jared aussi. Nous avons de très bonnes personnes. JD est impliqué, très fortement impliqué. Nous avons d'excellentes personnes qui discutent. Marco est impliqué. Ils disent que les discussions n'ont pas lieu. De très bonnes personnes. Nous avons les meilleures personnes. Eh bien oui, nous avons les meilleures personnes. Ils discutent, mais ils ne tiennent jamais parole. J'imagine que j'allais dire, est-ce que je dois encore le répéter? Mais oui, je dois le faire, parce que le président a fait cette déclaration. Alors, puisque rien ne nous intimide, ni ne nous compromet dans notre volonté de vous dire la vérité, nous devons rétablir les faits ici. Le président Trump dit qu'ils ne tiennent jamais parole, qui n'a pas tenu parole en mai 2018, alors qu'un accord juridiquement contraignant entre les gouvernements des États-Unis et de la République islamique d'Iran, appelé le JCPOA, vous en avez peut-être entendu parler, était en vigueur. Il était appliqué. Il était soutenu par de nombreux autres pays, surtout en Europe. Il avançait. Il avait l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU et nous nous en sommes retirés. Le président Trump dit simplement « Oui, je ne l'aime pas ». Je veux quelque chose de mieux. Je me fiche de ce sur quoi on s'était mis d'accord. Je vais m'en retirer. Alors, dans ce cas, qui a tenu parole? Qui ne l'a pas fait? Nous avions des inspecteurs internationaux sur le terrain qui disaient que l'Iran tenait largement ses engagements et faisait ce qu'on lui demandait. Lorsqu'on a constaté qu'il ne tenait pas un engagement, l'Iran a corrigé la situation. C'est un fait. Je me fiche que les soutiens du président Trump aiment ou non l'entendre et qu'ils veuillent croire que ce n'est tout simplement pas vrai.
Ils tenaient leurs engagements. C'est nous qui avons rompu les nôtres et qui nous sommes retirés de l'accord. Ensuite, bien sûr, il y a eu la guerre de 2025. Nous en étions, je crois, au 5e cycle de négociations sur le programme d'armes nucléaires, ou du moins sur ce que nous affirmions être un programme d'armes nucléaires. Et puis, nous les avons attaqués. Ensuite, nous en étions au 3e cycle, en février 2026, et nous les avons attaqués. Ensuite, nous avons signé un protocole d'accord. Le président Trump lui-même l'a signé et a déclaré que le paragraphe 5 donnait à l'Iran le contrôle administratif du détroit d'Ormuz, de manière exclusive et totale pendant la période de 60 jours. Puis, quelques jours plus tard, nous ajoutons un nouveau corridor sud dont nous prenons le contrôle alors qu'il ne figurait pas dans le protocole d'accord. Alors dites-moi, parmi ceux qui ont tenu parole et ceux qui ne l'ont pas fait, qui a le pire bilan? Admettons que les Iraniens aient dit certaines choses qu'ils n'ont pas respectées ou qu'ils aient pris quelques libertés dans leur interprétation du protocole d'accord, par exemple. Accordons que cela ait pu se produire. Mais, dans l'ensemble, pour l'essentiel, qui n'a presque jamais tenu parole et a gravement violé ses engagements de manière meurtrière. Qui est le pire des deux? Qui était-ce? Pourtant, c'est ce que le président Trump veut dire. Voilà le problème. Encore une fois, cela fait partie de la guerre de communication, parce que la guerre se déroule sur plusieurs terrains. Bien sûr, elle se déroule sur le champ de bataille. Elle se déroule sur les lignes de front. Elle se déroule dans les airs. Elle se déroule au sol. Elle se déroule en mer. Elle se déroule sur le plan diplomatique. Elle se déroule sur le plan économique. Et elle se déroule aussi sur le plan de la communication. Et le problème ici, c'est que cela arrive toujours. C'est normal. Cela fait partie de toutes les guerres. Ça se passe ainsi en permanence. La plupart de ce que les gens voient, c'est ce qui se passe sur les lignes de front. Mais ces choses-là se produisent toujours. Le problème avec cette version du volet communication, c'est qu'elle est censée tromper soit le public américain, soit le public iranien. Parce que c'est aussi l'un des objectifs. Vous voulez que l'autre camp croie à votre version des faits, pour qu'il perde foi et confiance dans ses propres dirigeants politiques. C'est un théâtre de guerre. Le problème ici, c'est que je pense que nous croyons à nos propres salades, à notre propre propagande. Nous pensons vraiment que c'est vrai. Mais du côté iranien, ils n'auraient aucune capacité. On ne peut jamais leur faire confiance. Mais comprenez bien, réfléchissez à la logique de ce que le président Trump a dit. Si vous ne pouvez pas faire confiance au côté iranien, si vous ne pouvez rien croire de ce qu'il dit, parce qu'il ne fera jamais ce qu'il dit, alors logiquement, cela veut dire qu'il ne peut y avoir aucune issue diplomatique. Il ne peut y avoir de résolution que sur le champ de bataille. Un camp doit gagner, l'autre doit perdre. Parce que si vous éliminez la possibilité de la diplomatie et d'un règlement négocié, alors qu'il est indispensable, non négociable, qu'il existe un certain niveau de confiance dans le fait que l'autre partie fera ce à quoi elle s'engage, ils doivent nous faire suffisamment confiance pour signer quoi que ce soit. C'est un gros problème en Iran aujourd'hui, parce que beaucoup de responsables gouvernementaux qui ont fait cela ont été vivement critiqués par le peuple iranien, qui leur a dit « Pourquoi leur avez-vous fait confiance sur quoi que ce soit, vu les antécédents que je viens de mentionner, même pour signer le protocole d'accord ?» Eh bien, ils l'ont fait. Et maintenant, ils n'ont rien obtenu. Donc, chez eux, ils ont l'air ridicules. Et la pression est bien plus forte pour qu'il n'y ait pas de règlement négocié. Et c'est la même chose pour nous. Donc si vous dites à notre propre population, ne croyez rien de ce que disent les Iraniens, on ne peut leur faire confiance sur rien. Ils sont maléfiques, ce sont des nazis théocratiques, ou je sais quoi, toutes sortes de choses. Cela signifie qu'on ne peut pas sortir de cette situation par la diplomatie.
et qu'il ne reste plus que l'option militaire. Mais l'option militaire, on ne peut pas la faire, les amis. On n'en a pas les moyens. On ne peut pas, on a déjà tout essayé. Et maintenant, avec ce qu'on voit ici, de la part du général Grankiewicz, avec davantage d'informations qui ont fuité, en plus de tout ce qui est déjà sorti sur l'absence de missiles de croisière à longue portée, Tomahawk et JASSM, des attaques MS, des Chimars, nous manquons aussi de toutes ces munitions de précision. Et puis, il y a tous les systèmes de défense, les SM-3, les SM-6, les THAAD, les PAC-3. Nous sommes à court de chacune de ces choses, et c'est une chose d'en manquer. Mais si les utiliser judicieusement ou correctement peut au final influer sur l'issue, alors on peut se dire, peut-être que je vais prendre un risque ici. Peut-être que ça vaut le coup d'entamer ces stocks si cela me permet d'atteindre un objectif militaire. Mais ce n'est pas le cas. Donc il n'y a aucun risque à prendre. C'est simplement de la démilitarisation, et c'est contre-productif. Parce que nous réduisons notre capacité à la fois de nous défendre contre les missiles entrants, une capacité déjà bien plus limitée que beaucoup ne le reconnaissent, et nous nous débarrassons de notre capacité offensive. Nous n'aurons donc pas ces munitions de précision à plus longue portée à utiliser contre un éventuel futur adversaire, si nous nous retrouvons dans une guerre imprévue qui nous serait imposée. Alors, il va vous rester certains équipements plus anciens et moins performants, comme les JDAM, les SDB et plusieurs autres systèmes à plus courte portée. Ils exigent presque exclusivement l'emploi de la puissance aérienne, ce qui va user nos cellules d'avion. L'une des raisons pour lesquelles le général Grinkwitch a dit dans cet article qu'il devait envisager de donner la priorité à l'un ou à l'autre plutôt qu'aux deux, c'est que les moyens navals eux-mêmes s'usent. Il a notamment dit qu'il lui fallait un destroyer supplémentaire, parce que la maintenance imposée par ces opérations, avec une utilisation opérationnelle ininterrompue, épuise les équipages et les navires. Et je pense que certains doivent déjà repartir pour des opérations de maintenance non prévues, parce qu'ils s'usent tout simplement. Donc maintenant, non seulement nous manquons de missiles, mais nous manquons aussi de vecteurs pour les missiles, en l'occurrence des destroyers. Tout cela montre que notre capacité en matière de sécurité nationale ne cesse de s'affaiblir encore et encore. Et pourtant, le président Trump n'en a toujours pas conscience. Et puis, il y en a encore un que je veux vous montrer ici. Mais il dit, vous savez quoi? Nous ne l'avons pas encore eu jusqu'ici, mais nous allons continuer d'essayer. Et quelque chose arrivera probablement bientôt. Vous savez, nous voulons simplement gagner. Nous nous en sortons très bien. Nous essayons d'être gentils, aussi gentils qu'on peut l'être dans une situation comme celle-là. Mais, vous savez, ils sont en train d'être décimés. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas d'armée de l'air, ils n'ont pas de défense antiaérienne. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune capacité. Ils en ont un peu, mais très peu. Nous voulons simplement gagner. Nous allons les frapper très durement. Vous savez, à un moment donné, ils vont dire nous ne pouvons tout simplement plus le supporter. Il a donc semblé laisser entendre que les rumeurs et les informations faisant état d'attaques imminentes, Doherty, même cette semaine, étaient vraies. Oui, on va le frapper de nouveau. Presque chaque fois qu'il dit ça, le président Trump dit toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies, des mensonges purs et simples. Mais ces derniers temps, en tout cas, quand il dit qu'on va le frapper fort, il le fait vraiment. Donc, nous allons suivre cela de près. Et bien sûr, si ça arrive, venez ici directement, parce que peu importe ce qui se passe, nous arrêterons ce que nous faisons pour vous annoncer l'information de dernière minute quand cela se produira, si cela se produit ce week-end. Mais au fond, le président Trump pense, oui, je vais simplement le frapper encore une fois. Aucune idée de ce que cela ferait. Avec toutes ces choses que je n'arrête pas de vous montrer,
que nous avons faites depuis le 28 février de cette année jusqu'à aujourd'hui, rien n'a marché. Le détroit reste fermé. Le détroit reste sous le contrôle du camp iranien. Et tout ce que nous avons fait, sur le plan financier, militaire, avec des frappes offensives, des expulsions, de la diplomatie, des communications, tout ce que nous avons essayé, tout a échoué. Et pourtant, le président Trump veut réessayer. Et malheureusement, il semble se rassurer avec cette rhétorique persistante selon laquelle ils n'ont aucune capacité. Eh bien, comme notre émission vous l'a montré plus tôt cette semaine avec Matt Bracken, il s'avère qu'ils ont certaines capacités. La difficulté pour toucher un navire, c'est qu'il est en mouvement. Mais s'il avance seulement à 7 ou 8 000 à l'heure, en ligne droite, ce n'est pas un problème mathématique très compliqué. On a vu leur capacité à envoyer l'une de ces ogives directement dans un hangar ou dans un bâtiment de quartier général. Ils ont manifestement une grande précision maintenant qu'ils utilisent le GPS chinois et d'autres systèmes plus performants. Donc, si vous regardez ces images des casernes et ainsi de suite, cela peut correspondre à la taille d'un navire, cette image de caserne en bas. Si une ogive de 1500 livres tombe au milieu d'un navire à, vous savez, Mach 8, il n'y a pas seulement la puissance explosive, comme si elle détonnait sur le pont. Il y a aussi l'énergie cinétique de l'impact, à des milliers de milles à l'heure. Cela signifie qu'elle va exploser profondément à l'intérieur du navire et probablement le couper en deux. Et alors, le canal de Suez est bloqué. On nous avertit simplement de ne même pas considérer le canal de Suez comme acquis. Oui, et ça s'ajoute au détroit d'Ormuz, dont je vous parle sans arrêt. Il y a un peu de trafic sortant. Je crois qu'on vous l'a montré hier. Hier matin, sur les 48 heures précédentes, on était à environ 15% du trafic normal de ce qu'il était avant la guerre. Donc, toujours une baisse de 4,25%. Des choses passent quand même. Les gens essayent de trouver des solutions. Le risque est énorme, mais il n'y a rien qui entre ou qui sort à grande échelle. Et c'est un problème en fait dans les deux sens, surtout pour les alliés du Golfe. Mais maintenant, on voit que le détroit de Bab el-Mandeb entre en jeu. Et il semble que concernant le nombre réel de navires, les Houthis fassent preuve d'un discernement très sélectif sur ce qu'ils autorisent et ce qu'ils n'autorisent pas. Donc ils ne se sont pas contentés de dire qu'il s'agissait d'un blocus. Ça ferme tout simplement. Ils disent que le pétrole saoudien ne peut pas passer. Donc beaucoup de navires continuent quand même de passer. Je crois qu'environ 80 quelques % du volume d'avant l'imposition du blocus continue de sortir. Mais ça, c'est juste le nombre de navires. Quand on regarde la quantité de pétrole qui sort, elle a été considérablement réduite. Il y en a environ 80% de moins maintenant. Une partie du pétrole saoudien continue de sortir, même par le détroit de Bab el-Mandeb. Le reste remonte par le canal de Suez. Mais vous avez vu, et Matt en parlait dans son émission qu'on a faite cette semaine, quelqu'un a lancé un drone qui a frappé un port en Égypte à l'entrée du canal de Suez, dans sa partie nord, pour faire comprendre « Hey, quelqu'un a envoyé le message que tout peut être frappé, partout. » Or, les Iraniens n'en ont pas revendiqué la responsabilité. Certains ont avancé que c'était peut-être le camp israélien qui l'avait fait pour dire « Hey, vous savez, ils voulaient une opération sous faux pavillon. Ils voulaient accuser l'Iran ou quelque chose comme ça. » J'y crois moins, parce que je ne pense pas que ce soit une... Ce n'est pas que les Israéliens ne pourraient pas monter une opération sous faux pavillon. Ils en sont tout à fait capables. Mais s'ils l'avaient fait, il aurait fallu qu'ils y trouvent un intérêt. Et au vu de ce qui s'est passé là-bas, on dirait que cela profiterait davantage au camp iranien, en disant « Hey, on peut frapper n'importe quoi, n'importe où, si c'est bien ce qui s'est passé. » Ou alors, c'était peut-être quelqu'un qui a menti au camp iranien.
Matt a aussi montré dans son émission qu'on peut lancer certains de ces Shahed 136 depuis un camion, simplement depuis l'arrière d'un vieux camion ou quelque chose comme ça. On peut donc les tirer littéralement de n'importe où, à partir du moment où on a les cellules. C'est possible. Donc, on ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que quelqu'un peut atteindre et frapper le canal de Suède s'il le veut. Donc même ça, c'est incertain à l'heure actuelle. Et tout cela, bien sûr, renvoie encore une fois aux capacités des villes de missiles, aux drones Shahed et aux missiles à courte, moyenne et longue portée que les Iraniens possèdent et peuvent tirer littéralement depuis tout leur pays. Et on ne sait même pas où se trouvent toutes ces installations. Donc, dans ce contexte, si le président Trump dit « je vais le faire quand même », et s'il est convaincu qu'ils sont étranglés, qu'ils sont à bout, et que tout ce qu'il a à faire, c'est de frapper un peu plus fort, un peu plus longtemps, et qu'ils finiront par céder. C'est ce qu'il a dit. Alors, si ce n'était pas seulement pour les caméras, ou pour des raisons de politique intérieure, on a un vrai problème. Parce que s'il le croit vraiment, et qu'il prend des mesures contre le camp iranien, j'ai le sentiment qu'ils sont non seulement prêts à frapper cette liste de cibles, mais qu'ils en ont encore publié une autre hier soir, montrant une cible précise sur le compte X de Farce. Ils nous ont dit exactement ce qu'ils allaient frapper. Et ce sont des installations majeures de production de pétrole en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Koweït et au Qatar. Enfin, je pense qu'il y en avait d'autres aussi. Mais cela représente une part énorme de l'ensemble du pétrole du Moyen-Orient. Si ces cibles étaient attaquées et mises hors service, ce serait catastrophique pendant une période prolongée, bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous ne recevrez même pas une quantité minimale de pétrole via le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, parce qu'il n'y aura tout simplement plus de pétrole à acheminer vers l'un ou l'autre. C'est ça le gros problème. Et j'ai le sentiment que le camp iranien est presque impatient, en espérant que cela arrive. Oui, vraiment. Je pense qu'ils espèrent en fait être frappés ici pour pouvoir se déchaîner contre toutes ces cibles, parce qu'ils ne veulent pas simplement le faire maintenant. Ils estiment qu'ils seraient condamnés par l'opinion publique internationale. Et SMIME, pour revenir à votre question sur la guerre de communication, parce qu'ils pensent en avoir encore besoin par la suite. Parce que leur raisonnement, en ce moment, c'est que s'ils ripostent après avoir été frappés, ils infligent des dégâts à leurs ennemis, à nous et à notre camp, tout en gardant l'opinion publique mondiale de leur côté. Parce que les gens se disent « si vous n'êtes pas liés aux États-Unis ou à Israël, la plupart des gens pensent que si quelqu'un vous frappe au visage, vous pouvez riposter. Donc ils veulent que ça continue comme ça. Je pense donc qu'ils vont s'abstenir de tirer ce qu'ils ont fait ici pendant, vous savez, tous ces 13 jours d'échanges quotidiens. À chaque fois, enfin, sauf une fois. Désolé, pas à chaque fois. Toutes sauf une, où nous avons frappé les premiers et ils ont ensuite riposté. C'est donc ce qu'ils voulaient provoquer. Même celle qu'ils ont menée de leur propre initiative était une frappe de très faible ampleur. Et je pense qu'en réalité, le professeur Marandi l'a dit dans notre émission, elle était conçue pour provoquer exactement ce qui s'est passé, des représailles. Donc encore une fois, ils cherchent à nous faire replonger là-dedans afin que cela leur serve de couverture. Alors, si le président Trump met cela à exécution, je pense que ça ne se passera certainement pas bien pour nous. Eh bien, ce n'est pas la seule chose qui s'est produite cette semaine. Il y a aussi cette autre petite guerre en cours que les gens oublient parfois, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là aussi, il se passe des choses. Scott Ritter est venu nous dire aujourd'hui que là encore, le processus est assez similaire sur le plan diplomatique. Souvenez-vous, quand le président Trump est arrivé, il est allé d'une grande pompe.
Je vais mettre fin à ça en 24 heures. Puis c'était bon. D'accord, je vais y mettre fin en 100 jours. Et ensuite, il a dit, bon, on va avoir une réunion. Je vais rencontrer personnellement le président Poutine à Anchorage, en Alaska, avec tout le cérémonial, tapis rouge, survol aérien, tout ce genre de choses. Beaucoup d'espoir et d'optimisme. J'admets même m'être laissé gagner par une partie de cet optimisme, à cause de toutes ces déclarations pendant la campagne de 2024, et de toutes les mesures qu'il prenait ici. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on va enfin faire quelque chose. Il rencontre Poutine. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Mais il s'avère que selon Scott Ritter, 1 an plus tard, pas vraiment. En Russie, on avait compris que le système politique américain était infecté par la russophobie. C'est dans ce contexte que, vous savez, Sergei Lavrov a dit que les Américains étaient incapables de conclure des accords. Mais il y avait toujours l'espoir qu'il puisse y avoir une sorte de brèche et que Trump, en tant qu'homme d'affaires, puisse passer au-dessus de l'état profond et de son attitude russophobe, puis s'engager avec les entreprises américaines. Et c'était la promesse du sommet d'Alaska, obtenir un cessez-le-feu, puis susciter des investissements qui doperaient les économies russes et américaines. Mais les Russes ont maintenant compris, Anchorage n'était rien d'autre qu'une façade, une mascarade destinée à gagner du temps pour réarmer l'Ukraine et l'amener là où elle en est aujourd'hui. Les États-Unis doivent changer leur stratégie déclarée à l'égard de la Russie. L'objectif stratégique des États-Unis, c'est la défaite de la Russie, sa défaite stratégique. Cela signifie non seulement vaincre l'armée, mais aussi faire s'effondrer l'économie, faire s'effondrer la société, afin d'écarter Vladimir Poutine du pouvoir. Et désormais, Vladimir Poutine a formulé cette compréhension, cette prise de conscience que c'est bien là l'objectif de l'Occident. Alors maintenant, une fois pour toutes, il enfonce un pieu en plein cœur. C'est absolument nécessaire. Vous vous en souvenez peut-être, je vous ai raconté tout cela jusqu'à Anchorage, en Alaska. Je crois que c'était en juin de l'année dernière, quand cela s'est produit, et il n'en est rien sorti. Ensuite, les Russes ont dit que Poutine et Trump étaient parvenus à une entente, à un accord, qui devait mener à la fin de la guerre. Selon cet accord, la partie ukrainienne allait abandonner ses 4 oblasts. En gros, les conditions de juin 2024 que Poutine avait avancées. Et nous allions mettre fin à cette guerre. Bien sûr, la partie américaine est restée vague sur ce qui avait été convenu. Il était question de processus, etc. Rien n'a jamais été vraiment fixé. Puis finalement, on a simplement dit « oui, rien ». Il ne se passe vraiment rien du tout de ce côté-là. Alors on s'en est lassé et on est passé à autre chose. Et puis tout le monde s'est un peu focalisé sur Israël, l'Iran et tout ce genre de choses. Même les médias ont cessé d'y prêter attention. Évidemment, la guerre, elle, a continué. Donc pour les gens qui la combattaient des 2 côtés de cette ligne, ça n'a jamais diminué. Au contraire, ça a continué et ça s'est considérablement intensifié. Les victimes ont continué de s'accumuler des 2 côtés. Mais maintenant, les Russes disent « Bon, j'imagine qu'Anchorage est mort. » Et quand c'est mort, ça veut dire que le processus diplomatique est terminé lui aussi. Parce que le président Trump n'a pas vraiment beaucoup parlé de ce qui s'est passé après Anchorage. Il a été distrait par l'Iran. Mais en juin, et je crois que c'était précisément le 3 juin, le secrétaire d'État Rubio s'est présenté devant le Sénat et a déclaré « Nous avons choisi un camp et c'est l'Ukraine. » Nous imposons des sanctions à la Russie. Nous voulons que l'Ukraine gagne. Donc, quand les Russes disent que votre objectif est de vaincre la Russie, ce n'est pas seulement leur interprétation des choses. Ils regardent la télévision. Ils voient ce que dit le secrétaire d'État sous serment devant le Sénat des États-Unis. Nous avons choisi un camp.
Nous avons choisi l'Ukraine. Nous voulons que l'Ukraine gagne. Et donc, nous avons envoyé un nouveau paquet d'armes. Je crois que c'était de l'ordre de 8 milliards de dollars. Pour une personne normale, ça paraît énorme. Mais ce n'est qu'une infime fraction de ce que Biden a fait en 2024 avec son paquet de 60 milliards de dollars à la fin de son mandat, qui n'a absolument rien changé. Alors, 8 milliards de dollars ne vont certainement pas non plus changer grand-chose. Bien sûr, l'Ukraine continue de supplier, d'implorer, de mendier et d'emprunter pour obtenir davantage de missiles intercepteurs. Ils ont un certain effet contre certaines catégories d'armes et aucun effet du tout contre d'autres. Mais ils les veulent quand même, parce que la Russie mène un assaut incessant avec des drones et des missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. C'est donc ce qu'il essaye d'obtenir. Bien sûr, Zelensky dit « Hey, prolongeons simplement cette guerre de 3 ou 4 années de plus. Faisons un accord qui nous permette de gagner encore un peu d'argent. Enfin de fabriquer encore quelques missiles. Pardon. Lapsus freudien. Avec des PAC 3, et il veut faire construire une usine en Ukraine. Et comme tout le monde le sait, premièrement, en temps de paix et dans les meilleures conditions, il faudra entre 3 et 5 ans, à partir du moment où vous donnez le premier coup de pelle, avant de pouvoir réellement commencer à produire des missiles. L'Ukraine existera-t-elle encore dans 3 ou 4 ans, compte tenu de ce qu'elle a perdu jusqu'à présent? Je n'arrive même pas à imaginer à quoi le pays pourrait ressembler. Même si la Russie s'en tenait à une approche très lente et disait « D'accord, nous n'allons pas lancer de grandes opérations. Nous allons simplement laisser l'usure faire son œuvre et tout détruire petit à petit, au fil du temps, sous cette pression monotone et implacable. » Parce que c'est ce que font les guerres d'usure. Je pense que dans tous les cas, les guerres d'usure sont remportées par le camp qui a le plus d'hommes, le plus de machines de guerre, le plus de technologie, la plus grande capacité industrielle et bien sûr, une volonté politique équivalente. Il faut avoir une volonté politique équivalente. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus de volonté politique que l'autre camp. Et les deux camps considèrent cela comme une menace existentielle, au sens littéral. Donc à ce niveau-là, ils s'équilibrent. Ça se neutralise mutuellement. On peut écarter cet élément. Même les drones peuvent en gros faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, selon l'évolution de la technologie à un moment donné. Mais dans l'ensemble, c'est relativement équilibré. De ce point de vue, l'Ukraine est au niveau de la Russie. Donc ces éléments se neutralisent, on les écarte. La puissance aérienne, elle n'est pas neutralisée, elle n'est pas équivalente. Les drones, les obus d'artillerie, pas les équipements, restent un avantage pour le camp russe. Bien sûr, les effectifs et la capacité industrielle jouent très largement en faveur des Russes. Et tout ce que l'Occident, pris dans son ensemble, a réuni ne suffit toujours pas à égaler cela, même après 4 ans et demi de guerre. Donc avec le temps, la seule capacité industrielle et les effectifs finiront par submerger l'autre camp. Mais bien sûr, si jamais la Russie décide réellement de donner suite à cette affirmation de Zelensky, selon laquelle 500 000 personnes vont être mobilisées ou rappelées de la réserve ou quelque chose comme ça, du côté russe cet automne, l'Ukraine ne pourra pas tenir face à ça. Elle tient déjà de justesse, grâce aux drones, pour empêcher une incursion à grande échelle. Mais la Russie n'en a pas tenté. Alors les Ukrainiens se sont habitués, et franchement, aussi étrange que cela puisse paraître, ils sont devenus à l'aise avec la défense contre l'offensive qu'ils subissent depuis 2 années complètes, par exemple. Tout le monde comprend comment les choses fonctionnent. Entre les deux forces, le long de la ligne de contact, il y a cette immense zone grise, élargie à cause des drones, etc.
Mais si la Russie change de tactique, fait quelque chose de différent et concentre ses forces dans une certaine zone, et comme Poutine l'a dit la semaine dernière, il est prêt à être plus audacieux, selon ses propres termes, ce qui voudrait dire davantage de pertes. Pour mon oreille de militaire, cela signifie qu'ils envisagent précisément cela. Tenter quelque chose avec des troupes concentrées dans une zone affaiblie du front, en acceptant et en sachant qu'à cause des drones, ils subiront beaucoup de pertes à cet endroit où les forces seront concentrées. Mais une fois qu'ils l'ont submergé par le nombre et par des tirs massifs, qu'ils font une percée et, disons, établissent quelque part dans le pays une tête de pont de peut-être 20 ou 30 kilomètres large, est-ce qu'on peut encore leur barrer la route? Parce qu'à ce moment-là, les Russes peuvent simplement faire passer toutes sortes de forces sans rencontrer d'opposition et pénétrer à l'intérieur du pays. Et puis, ils contourneront toute l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk. Je ne vois pas pourquoi ils iraient là-dedans. C'est là que tout le monde concentre toutes ses défenses. À mon avis, ce serait insensé de s'en approcher. Moi, je ne le ferai pas. Si j'étais du côté militaire, je contournerais complètement cela, par le nord ou par le sud. Soit je l'encerclerais par l'arrière, soit je le contournerais tout simplement pour avancer plus loin à l'intérieur du pays, jusqu'au Dniepr. Et à partir de là, vous pouvez tourner vers le sud et prendre Odessa et Mykolaïv. Ou vous pouvez tourner vers le nord et arriver par l'arrière de Kharkiv, et ainsi de suite. Vous pouvez alors les prendre dans un mouvement de tenaille. Toutes sortes de choses sont possibles si la Russie saisit l'occasion. Elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais les signaux indiquent qu'elle pourrait le faire. Et si elle le fait, parce que la situation est mondiale ici, parce que tout ce que nous avons est déjà insuffisant pour aider l'Ukraine à cause de ce que nous faisons en Iran. Vous voyez, même avec Israël, nous devons maintenant faire des choix. Est-ce qu'on donne la priorité à Israël plutôt qu'aux États-Unis? Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Or, si on ne peut pas faire les deux là-bas, sachez bien qu'on ne peut pas faire les deux ici non plus. Ces deux guerres ici, les deux en même temps, on n'en a tout simplement pas les moyens. Nous sommes déjà débordés. Et si nous écartons la diplomatie avec l'Iran, si nous écartons la diplomatie avec la Russie, nous nous préparons à une défaite stratégique majeure. On verra bien comment ça va se passer. Une autre chose que je veux vous montrer cette semaine, c'est le commandant Steve Jeremy. Et lui aussi, dans le même thème, explique en quelque sorte comment nous essayons d'atteindre ce qui est militairement impossible à atteindre. Les raisons qui me font penser que nous approchons peut-être d'un moment où la guerre commencera à toucher à sa fin, ce sont les pressions économiques. Elles résultent des conséquences des sanctions européennes et occidentales sur le pétrole russe, des attaques en profondeur sur le territoire russe qui retirent encore davantage de pétrole du marché, puis des conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui je pense commence maintenant à se faire sentir. Quand ce triple choc commencera à produire ses effets et que nous verrons les prix du pétrole et du gaz augmenter en Occident, les économies des pays, à l'exception de l'Allemagne, ont des ratios dette publique sur PIB très élevés et se trouvent dans une situation économique précaire. Je pense que les gens réfléchiront à 2 fois avant de vouloir continuer à augmenter les dépenses pour soutenir une guerre en Europe qui, à mes yeux, paraît impossible à gagner. Et les états-majors militaires doivent sûrement comprendre, eux aussi, qu'elle est impossible à gagner au prix de tant d'autres choses dans les sociétés européennes et américaines. Oui, et il y a aussi les politiques intérieures elles-mêmes. Encore une fois, pour revenir à cette question, une guerre à l'époque moderne, en fait à toutes les époques, se joue sur plusieurs terrains. La communication en est un, l'économie en est un autre. Et c'est de ça qu'il parle ici. Tout est interconnecté.
Donc pour revenir à ce qui pourrait arriver dès ce week-end, on n'en sait rien, cela pourrait littéralement se produire dans quelques heures. Si le président Trump frappe des cibles énergétiques en Iran et qu'il riposte contre des cibles énergétiques de notre côté, ici, et qu'on se retrouve avec tous ces problèmes, alors ce sera un problème économique mondial majeur. Imaginez maintenant qu'il y ait un problème concernant le pétrole, le gaz naturel, les engrais, l'hélium, l'aluminium, toutes ces choses qui sont absolument indispensables à la production économique partout sur la planète, dans le monde entier et qui viennent d'ici. Si cela est fortement réduit pendant une longue période, alors évidemment des économies partout dans le monde vont commencer à vaciller, voire à s'effondrer. À votre avis, quel effet cela aura-t-il sur l'Europe? L'Europe est aujourd'hui engagée dans ce programme de reconstruction de l'Europe et elle veut porter ses dépenses de défense à 5% du PIB. Mais que se passe-t-il si elle ne peut même plus payer ses factures? Que se passe-t-il si elle ne peut même plus nourrir sa population? À quel point pensez-vous qu'ils seront disposés et désireux de dire « Oui, continuons comme ça, dépensons de l'argent pour l'Ukraine. Laissons l'Ukraine être le front de cette guerre. Essayons de vaincre la Russie. » Ils vont essayer de garder la lumière allumée, les amis. Ils vont essayer de trouver de la nourriture pour leur population, des emplois pour leur population, de l'argent pour payer leur population. Et personne ne se souciera de ça non plus. Alors tout ça pourrait s'effondrer. Ce seul mouvement ici, potentiellement au Moyen-Orient, pourrait avoir provoqué un effet en cascade qui, sur le plan économique, ferait s'effondrer tout le château de cartes. Et tout ce que nous poursuivons dans tous ces endroits sera exposé pour l'incapacité dont nous faisons preuve. Et tout pourrait simplement s'écrouler. Et nous allons laisser la Russie aux commandes en Europe et l'Iran aux commandes. C'est ironique, alors même que nous les avons frappés et affaiblis de tant de façons. Mais c'est parce qu'ils conserveront leur capacité de pression et qu'ils sont en grande partie autosuffisants. Ces deux pays soulèvent un point intéressant. L'Iran peut maintenir un blocus, parce qu'il dispose de la plupart des choses dont il a besoin pour survivre en tant que pays. Toutes les ressources naturelles, la nourriture, le pétrole, tout ce genre de choses. Ils peuvent gérer tout cela à l'intérieur de leur propre pays. Et ils peuvent aussi continuer à commercer par les frontières terrestres dont nous avons parlé. Mais même si vous isolez hermétiquement le pays, ils peuvent survivre. La Russie le peut aussi. Elle a tout ce dont elle a besoin. Elle a tout le gaz naturel. Elle a toutes les terres arables. Elle a tout ce qu'il lui faut. De l'eau, tout ce que vous voulez. Ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Tout le monde a besoin de quelque chose venant de quelqu'un d'autre dans le monde. Et vous parlez de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, des États-Unis d'Amérique et bien sûr de l'Europe. On est tous très mal si tout ça s'effondre. Et les deux camps qui vont se retrouver en tête dans ces deux régions, ce sont les deux que nous avons choisi de cibler parce que arrogamment, nous pensions pouvoir le faire. Maintenant, avant de vous laisser partir aujourd'hui, j'ai évoqué plusieurs fois toute la question de la communication. Je vais demander à l'expert en communication Gary de venir nous en parler. Il y a des choses intéressantes que je veux montrer aux gens pour qu'ils voient ce qui se passe ici. Et ça ne tourne pas très bien pour notre camp. Gary, qu'est-ce que vous avez? Dan, s'il vous plaît, ne m'appelez pas un expert. Je ne le suis pas. Je suis comme tout le monde. Je ne fais que relayer ce qui se passe. Mais écoutez, ici, on manquerait à notre devoir si on ne parlait pas de l'autre guerre qui fait rage en ce moment. La guerre des dessins animés. Regardez ça. La Maison-Blanche est enfin entrée dans la guerre des dessins animés, en essayant de rivaliser avec les vidéos Lego qui circulent. Et voilà leur tentative de répondre aux vidéos de Lego. Je dis Lego, l'entreprise derrière les vidéos Lego. Et voilà comment ils se présentent. Il y a une bande-son derrière.
C'est juste de la musique, contrairement à ce que font les gens de Lego, où il y a un morceau de rap ou de hip-hop en fond. Là, c'est simplement de la musique diffusée derrière. Donc c'est la version de la Maison Blanche, qui essaie de rivaliser avec ce que produit Lego. Oh mon Dieu, le Coca Light, et puis les extraterrestres. Je sais même pas ce que je suis censé retenir de tout ça. Sans blague. Oui, contrairement aux vidéos Lego, qui sont tellement sophistiquées et pleines de détails. D'accord, c'est un robot. D'accord, on a compris, non? Je ne sais pas ce que c'est censé être. Je ne comprends pas. Et qui est avec Trump? C'est qui exactement? Ce n'est pas clair, non? Enfin bref, voici la dernière vidéo de Lego qu'ils viennent tout juste de publier. Et le niveau d'attention aux détails est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Peut-être que d'autres non. Mais par exemple, quand on voit Rubio représenté, regardez les oreilles, d'accord? Voilà à quel point c'est sophistiqué. Ils sont allés chercher tous les détails de ce qu'ils font quand ils sortent ces vidéos. Vous verrez Trump représenté de nombreuses façons différentes. Mais d'une de ces façons, on le voit avec une couche, et il l'appelle Pet O'Don en couche. Enfin bref, c'est comme... Vous savez quoi, Dan? Quand je vois, c'est presque comme si on mettait la meilleure équipe de lycée, c'est-à-dire ce que la Maison Blanche a publié face à la NFL. Et ça, c'est la NFL. C'est ce qu'ils produisent. Et là encore, le niveau de détail et de sophistication est remarquable. Et vous savez, je crois qu'ils scandent les dossiers Epstein dehors. C'est ce que les foules scandent partout en Amérique. Oui. Écoutez, ceux qui avancent, ça comprennent toute la dynamique et l'ensemble de la situation actuelle. L'autre chose qu'ils répètent dans cette vidéo, dans la vidéo Lego, c'est que vous perdez la rue, vous perdez les États. Oui, et vous savez, une chose qui, à mon avis, distingue ce que font les Iraniens ici, et ils ont aussi diffusé d'autres vidéos, c'est qu'ils ne diabolisent pas l'Amérique. Une grande partie de leur message est présentée de façon positive. Vous voyez, ils disent « il y a des pauvres en Amérique dont vous ne vous occupez même pas », des choses qui trouvent un écho chez nous. Si vous menez une guerre de communication, vous voulez que l'autre camp soit convaincu de se ranger de votre côté. Quand les Iraniens voient nos productions maladroites, et vous parlez de niveau lycée, c'est plutôt le niveau collège, et encore, pas de bon collège, ce qu'on diffuse. Et ils entendent le président Trump et tous les nôtres dire que ce sont des animaux, que ce sont des ordures et tout le reste. Enfin, on s'aliène tout le pays et ça ne marche pas. En revanche, ça, surtout toute cette histoire de publier les dossiers Epstein, etc., partout en Amérique, ça montre aux gens, vous savez, qui sont pauvres. Et ils se disent, oui, nous sommes pauvres, et ça arrive à certains d'entre nous, ou peu importe. Enfin, ça trouve un écho chez certains d'entre nous. C'est aussi pour ça qu'on est en train de perdre cette guerre. Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ils vont dans cette direction. C'est destiné au public américain, en disant « Nous savons exactement ce que vous traversez ». C'est presque comme s'ils compatissaient avec nous. Nous comprenons le type d'oppression que vous subissez. Et à quel point, vous savez, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement dans les vidéos qu'ils font preuve de lourdeur et de maladresse, mais dans toute leur, si l'on peut appeler ça une stratégie, leur stratégie de guerre. À quel point elle est mauvaise. Donc c'est l'autre dimension de ce qu'ils diffusent ici. Nous savons ce que vous traversez. Et c'est presque comme s'ils disaient, nous sommes de votre côté. Nous voyons sous quel leadership vous êtes. Et vous savez, une autre chose que j'ai remarqué ici, c'est que cette vidéo étrange américaine que vous montriez il y a une seconde nous présente en gros comme imperméable à tout le reste. Il y a des dragons venus de l'espace, des lasers spatiaux, peu importe. Pour nous, tout fonctionne bien.
Tout se déroule parfaitement. Tout va bien. Mais les Iraniens, dans certaines de leurs autres vidéos, pas celles que vous montrez, montrent qu'ils sont frappés. Ils montrent qu'ils souffrent. Ce sont des gens. Ils disaient, voilà la réalité. On souffre et certaines de vos bombes fonctionnent. Elles font exploser des choses et ça cause des difficultés à notre population. Nous, à l'inverse, on dit, vous savez, pour nous, tout va très bien. Donc même là, le contraste, c'est qu'on est tellement en train de perdre la guerre de la communication qu'on ne reçoit même pas le message qui passe. Parce que ce que ça fait, c'est que ça donne l'impression que le camp iranien est davantage ancré dans la réalité. C'est un petit détail, évidemment, mais les gens se disent « Non, je vois bien que vous avez ces vedettes de patrouille. Vous les avez toujours. Vous avez ces bombardiers. Très bien. Vous avez bien des cibles à frapper. Mais on est honnête sur rien. Qu'en pensez-vous? » Oh, vous avez tout à fait raison. Vous savez à quoi d'autre je pensais, Danny, en regardant ces vidéos? La Maison-Blanche a publié sa vidéo. Et je me suis dit, bon sang, à quand remonte la dernière conférence de presse du Pentagone? À quand remonte la dernière conférence de presse du département d'État? Danny, je crois qu'on n'a rien diffusé de leur part depuis plus d'1 an, voire même plus longtemps. Ils ne sortent même plus. Eh bien, ils l'ont fait pendant un certain temps. Vous vous souvenez peut-être que Hegseth, en fait, dans les premiers jours qui ont suivi, début mars, intervenait tout le temps parce qu'il pensait participer à un défilé de la victoire. Et puis tout à coup, on s'est dit, oui, arrêtons de faire ça. Vous avez raison. Je n'en ai vu aucune, en tout cas. Ça en dit long, Dan. Vous savez, ils veulent se présenter comme très transparents, mais en réalité, ce n'est qu'une façade. Il n'y a aucune transparence. Et comment pourrait-il y en avoir? Parce que si nous étions honnêtes, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode montre que cette guerre doit prendre fin. Elle n'aurait jamais dû commencer. Et maintenant que ça s'est vérifié, tout ce contre quoi nous mettions en garde dans les mois précédant le début de cette affaire s'est produit, parce que ce n'était pas difficile à prévoir. Mais vous voyez, le président Trump, encore hier, dans les extraits que vous avez retrouvés, il dit « Non, on va simplement les épuiser ». Il n'y a aucune vérité là-dedans. Et les gens le voient. On le lui a dit, Dan. Il en est convaincu. Il a suffisamment de gens autour de lui, même s'ils ne sont que 4 ou 5. Il y a ces 4 ou 5 personnes, et puis les autres qu'ils envoient dans les grands médias pour dire que, oui, on peut les écraser. Ce n'est vraiment qu'une question de temps. C'est tout. Il nous faut juste un peu plus de temps, un peu plus de missiles, et ils finiront par capituler. Oui, et nous l'avons montré, comme nous le faisons. Le général Kellogg, comment s'appelle-t-il déjà? Jack Keane, Mike Pompeo, Mark Levine. Hein? Carafano? Oh oui, Carafano. Oui, selon Carafano, on a déjà gagné. En fait, c'est déjà terminé. Je pense qu'il a appris de Trump, au lieu d'essayer d'influencer Trump, parce que c'est ce qu'il a dit. Il n'y a littéralement aucune vérité là-dedans. Je me demande juste... J'ai peur, Gary. Enfin, je me demande combien de temps il faudra aux gens pour s'en rendre compte. Certains commencent à le voir, mais j'ai peur qu'il faille attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Par exemple, qu'on commence à ne plus protéger Israël, qu'on ne puisse plus protéger notre territoire, qu'on ne puisse plus rien protéger, parce que tout s'effondre, parce qu'on a essayé. Et ensuite, s'il frappe les infrastructures énergétiques et que l'Iran riposte, alors tout le monde finira par en payer le prix. Jusqu'ici, il y a eu des prix de l'essence élevés, mais rien d'incontrôlable. Le prix du pétrole a été manipulé. On ne pourra plus le manipuler une fois que ça arrivera. Ce sera fini et c'est trop tard. Oui, Daniel. C'est un peu la philosophie de Mike Tyson. Vous avez un plan,
jusqu'à ce que vous preniez un coup en pleine figure. Et là, tout change. Et je pense que c'est peut-être exactement ce qui va finir par se produire. Notre invité, Matt Bracken, a publié quelque chose. Vous savez, quand on prend du recul et qu'on se dit « Attendez, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'adore à quel point c'est concis. Nous en sommes au 5e mois d'une guerre de 4 semaines. Ispena, que nous avons gagné en 2 jours à propos d'un programme d'armement qui a été anéanti l'année dernière. C'est de Matt Bracken? Oui, je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé, mais il l'a publié. Je me suis dit, waouh, c'est tellement concis. C'est vraiment très bien dit. Mon Dieu. C'est une sacrée déclaration, courte mais percutante. C'est bien ça, non? Ça résume toute la situation dans laquelle on est. On a envie d'y regarder à 2 fois. On a envie de prendre du recul et de se dire, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Voilà ce qui se passe. Oui, bon, c'est une façon douloureuse de terminer, mais c'est la vérité. Et nous sommes intimidés et sans compromis. Donc c'est là-dessus qu'on va vous laisser. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, samedi. Mais où est-ce que tu es, bon sang? C'est quoi cette pièce sombre où tu te trouves? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis actuellement à Chattanooga, dans le Tennessee, avec Robert Barnes, Larry Johnson et pas mal d'autres personnes en fait. Alexander Mercouris est aussi là. Il va venir ici. Donc je suis sûr que je vous ferai bientôt quelques comptes rendus de ce week-end. Il y aura aussi une autre émission. Je ne sais pas encore si on la fera aujourd'hui ou demain, sur autre chose qui est liée à tout ça. J'ai mentionné que le général Grinkowicz avait déclaré, dans une interview au Washington Post, qu'il pourrait devoir donner la priorité à l'Amérique plutôt qu'à Israël. C'est bien pire que ce que vous pensez. Et je vais consacrer toute une émission à ça, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont avec. Ce n'est pas du tout un sujet anti-israélien. Écoutez, cela met en lumière un problème que nous avons dans ce pays, les amis. Et il est bien pire que vous ne le pensez. Même si vous pensiez déjà que c'était grave, je vais vous montrer certaines choses. Il faut que ça change ici. Sinon, ce n'est même pas que nous allons laisser tomber Israël. Nous pourrions ne même plus être capables de nous défendre, ni de défendre Israël, si nous continuons sur cette voie. J'y reviendrai plus tard. Daniel, envoie-nous quelques photos, d'accord? Je le ferai, c'est certain. D'accord, mon frère. On se voit là-bas. On se retrouve au prochain épisode. Amen. Merci à tous.